Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens. Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode. Salut Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Déjà, merci de m'avoir invité. Me concernant, donc, je m'appelle Benoît Vochtanka, j'ai 34 ans et je suis le cofondateur de Bonne Gueule. Bonne Gueule, qui est une marque de vêtements avec quand même, je pense, un focus sur les très très belles matières. Parce que moi, j'adore la texture, j'adore les savoir-faire, j'adore les expliquer, j'adore les raconter. Et la particularité, c'est qu'on Bonne Gueule existe depuis 15 ans. On a commencé en 2007 comme étant un blog, mais avec une approche très produit, tu vois, pas trop. On décryptait pas tellement les tendances, mais c'était plutôt comment il fabriquer une belle chemise, quelles sont les finitions à regarder, quelles sont les belles toiles pour un jean, etc. Qu'est-ce qu'un beau cuir. Et ensuite, en 2014, on a lancé vraiment notre marque de vêtements. Donc, on est passé d'un modèle purement contenu à un modèle avec une vraie marque de vêtements. Et donc aujourd'hui, on a 9 boutiques en France, dont 2 à Paris, par exemple. Ok. Il me semble qu'il y en a une à Lille. Tout à fait. Ouais, On parce que a Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg Ok, le nord très vaste, on va dire, très large, on va dire. ok. Parce que je suis déjà passé du coup devant, sans savoir ce qui se cachait du coup derrière, parce que moi je vis à Ouais. Lille. Ben, je t'invite à y faire un petit tour, parce que Ah bah j'espère que tu carrément. seras très bien accueilli. Et Bah, tu comprendras mon goût des très beaux tissus et des belles matières. et comment ça t'est venu? Parce que c'est une approche assez différente de ce qu'on peut voir par rapport à la culture du vêtement. Qu'est-ce qui t'a donné cet amour de la matière, vouloir comprendre comment est fait quelque chose? Eh bien, écoute, pendant de longues années, c'était toujours une question à laquelle j'avais du mal à répondre. Et maintenant, je pense que j'ai eu comment dire, un petit insight dans une gare à Bordeaux, alors que je marchais. Et en fait, j'ai été diagnostiqué Asperger cette année. D'accord, Je, ok. et je pense que le vêtement m'a permis à la fois de dans le, m'adapter aux environnements dans lesquels je me trouvais, Mhm. de manière assez paradoxale, tout en me permettant aussi de m'exprimer, d'exprimer un peu mes goûts, mon univers et qui j'étais. Et comme j'aime bien apprendre des choses et j'aime bien creuser, je crois que le vêtement, c'était passionnant, quoi. Tu vois, Mhm. tous les savoir-faire qu'il y a autour en termes de... Enfin, je parle de vêtements, mais il y a aussi en ce qui concerne le travail du cuir aussi, que ce soit sur de la chaussure ou du blouson ou de l'accessoire. Enfin, c'est plein de savoir-faire qui sont vraiment sans fin et que j'adore découvrir encore et encore, tu vois. Mhm. J'adore de voir comment un atelier peut pousser le savoir-faire, peut pousser son travail sur une fibre, son travail sur une teinture, son tissage, son tricotage, etc. C'est un truc qui me passionne toujours autant. Ok. Bah, je comprends parce qu'il y a vraiment l'idée de transformer la matière, tel le potier qui transforme l'argile pour ensuite en faire un mug, un bol ou quelque chose comme ça. Il Oui, y a un côté artisanat dedans. ouais. Et, est-ce que tu as toujours fait ça ou comment dire, t'as toujours été dans dire, le domaine du textile et du vêtement ou est-ce que tu as fait quelque chose avant? Pas du tout. Alors non, j'ai pas du tout été dans ce domaine-là. Mes parents s'habillent, tu vois, sont pas spécialement fans de vêtements. Ok. Ils s'habillent plutôt dans des grandes chaînes. Personne d'entrepreneur dans ma famille, donc Mhm. et j'ai pas fait l'école de mode. Ou en fait, j'ai eu au lycée, j'ai eu une filière scientifique parce que mon père travaillait dans la recherche et que j'aimais bien ça. J'aime Ok. bien la biologie, par exemple, par ailleurs. Mhm. Après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et après, j'ai fait une école de commerce orientée télécom qui s'appelle, alors à l'époque, ça s'appelait INT Management. Ça s'est renommé en télécom école de management. Et là, je crois que c'est IMBTS Business School. Ok. Donc, ils ont changé plusieurs fois de nom. Et non, ouais, jusqu'à la fin de mes études, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie, hein. Mhm. Moi, je suis allé dans cette école parce qu'effectivement, j'aime beaucoup le vêtement, mais j'aime bien aussi
la technologie, Mhm. tu vois, c'est des sujets qui m'intéressent, hein. Enfin, bon, tu vois, je pense que tu as compris que je m'intéresse à pas mal Ouais. de, de choses. Et donc, non, non, je ne viens pas du tout du vêtement, j'ai pas fait de formation, j'ai tout appris sur le terrain. Et bon, je pense que tu veux que je te raconte la transition du coup. Bah oui, qu'en fait, est-ce que tu as eu un moment d'épiphanie, du coup, genre, ah, c'est ça que je veux faire, ou justement, c'était vraiment un chemin avec des essais, erreurs, essais, erreurs? Alors, j'ai commencé Bonne Gueule en 2017, j'étais encore étudiant et j'étais étudiant jusqu'en 2012. Ok, ouais. Donc, il y a eu 5 ans où Bonne Gueule, c'était pas du tout ce que je faisais à temps plein, c'était vraiment un kiff, quoi, tu vois. Mhm. C'était vraiment pour le plaisir d'échanger, de partager, même si on l'avait commencé à le monétiser en 2011 avec Geoffrey, mon associé. Mhm. Qui s'est passé? Ouais. C'est qu'en juillet 2010, je commence un stage en tant qu'ingénieur d'affaires dans une boîte de conseil IT. Mhm. Et je Ok. me souviens, 2 semaines après mon arrivée, tu as le grand Manitou de la boîte qui fait une réunion pour parler d'une réorganisation. Mhm. Je n'ai rien compris à ce qu'il a raconté, mais vraiment rien. Vraiment, et je me suis Ouais. senti vraiment, je me suis dit, en fait, je suis un mec débile, je suis un mec qui comprend rien. Mhm. Vraiment, ça D'accord. m'a. Parce que je comprenais rien, il parlait tu vois, sur la réorg, d'expertise qu'il fallait mettre dans machin, casser tel silo, les forces vives qu'il fallait. Enfin, vraiment, Mhm. Et vraiment, je n'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Et ma fonction a été supprimée peu après qu'on arrivait dans le stage parce que ouais, ça remonte, hein, c'est il y a plus de 10 ans, mais je crois que de mémoire, il voulait que les consultants aient une fonction plus commerciale, en fait. D'accord. Il me Ok. semble que c'était ça. Et donc, c'était en juillet 2010. Et quelques semaines après, donc en août 2010, je fais un petit malaise. Un petit malaise. D'accord, ok. Il faut savoir que j'ai une maladie cardiaque héréditaire qui s'appelle le syndrome du QT long. Le QT, c'est long que tu vois sur un électrocardiogramme. Ok, En d'accord. fait, j'ai une partie qui est trop longue, un problème Ok. purement électrique. Et D'accord, ok. donc, c'est à ce moment-là qu'on décide de me poser à titre préventif un pacemaker, D'accord, ok. donc un stimulateur défibrillateur. Mhm. Et c'est vrai que c'est là, je me suis dit, bon, je me dis quand même, j'arrive tous mes copains de promotion, ils vont finir plus ou moins consultants pour la plupart. Mhm. Et moi, c'est clair que je comprends rien du tout. C'est pas du tout mon truc. J'ai aucun plaisir à ce que je fais, même si j'avais un manager très cool, très sympa. Donc voilà. Et à côté de ça, cet événement qui me dit, bon, voilà quoi, la vie, on ne sait jamais quelle épreuve, quelle adversité il peut nous arriver. Donc, il est temps d'avoir une vie un peu cool, quoi, d'avoir Mhm. une vie où on fait vraiment ce dont on a envie de faire. Ouais. Et donc, c'est à partir de là de cet événement-là, de cet été 2010, que je me suis intéressé ben, comment est-ce qu'on utilise un blog, comment est-ce qu'on crée une communauté, comment est-ce qu'on écrit une page de vente, etc. Mhm. Et voilà, parce que je me suis dit, soit c'était bonne gueule, Ouais. euh, ou soit c'était une carrière où enfin, moi, ça me chantait pas des masses, quoi, tu Mhm. vois. Et ouais, et à part bonne gueule, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Je vais être Mhm. un. Donc ouais, ça a été bonne gueule, sachant que c'est une époque où j'avais rien à perdre, dans le sens, Ouais. tu vois, j'avais pas de crédit immobilier, bon d'ailleurs j'en ai toujours pas, et pas de voiture, Mhm. pas de possession, ouais, j'avais rien à perdre, Ouais. vraiment. Littéralement, je vivais dans un petit 14 mètres carrés, vu que j'étais stagiaire, dans lequel Mhm. j'étais d'ailleurs extrêmement heureux. Et ouais, donc en gros, c'était maintenant ou jamais. Ouais. Ok, ouais. Et après, j'ai fini mes études à HEC Montréal en 2012. Et quand je suis rentré en France, eh bien, on s'est mis à plein temps avec Geoffrey, donc mon associé. Mhm. Geoffrey, lui, qui avait déjà démissionné en novembre 2011, tu vois. Ok, ouais. Et moi, je fais le temps que je finissais mes études, c'était en mai 2012, je crois. Mhm. Tu vois, il a tenu la baraque un peu tout seul. Bon, je l'ai aidé, hein, mais moi, j'étais encore étudiant, donc j'étais pas du tout à plein temps. Mhm. Donc voilà comment la basculement s'est fait. Effectivement, donc je pense que ce stage
ce stage en ingénierie d'affaires où clairement, c'était pas du tout mon truc. Tu vois, je crois qu'une de mes missions, c'était faire une cartographie des acteurs RFID, mais enfin, Je sais même pas ce que je vois pas du tout ce ben, que c'est. la RFID, c'est un protocole de communication sans fil. D'accord, ok. Voilà, et enfin, tu vois, moi, je me dis, mais j'étais en crise de sens, voilà. Ouais, ok. Et il y avait donc ça, et en plus de ça, il y avait bon, la pause de mon pacemaker qui m'a. Tu vois, ces deux événements ont fait que. Et puis bon, en France, il y a 10 ans, c'était l'émergence d'acteurs comme Olivier Roland, par exemple, Ouais. qui promouvait vraiment le fait de pouvoir vivre de son blog, de sa passion. Mhm. Voilà, et je pense que toutes les planètes étaient un peu alignées, même si parfois douloureusement, mais tous un peu alignés pour me dire, bon, allez, avec Bonne Gueule, il peut se passer des choses, Mhm. va dans cette voie. Ok, ouais. Non, je comprends. T'as eu à la fois comment dire, la délicatesse et l'intuition de réussir à accueillir un petit peu ces signaux on va dire, que l'univers t'envoie. Oui, Parce que tu aurais très bien pu avoir peur, tu aurais très bien pu dire, bah non, en fait, je persévère dedans, c'est comme ça qu'on fait une carrière, etc. Donc c'est assez fort, en fait, quand même, de réussir à se dire ça. Et comment t'en es arrivé? Parce que du coup, si je comprends bien, vous avez commencé par le blog, oui, vous avez monétisé le blog. oui. Et est-ce que tu avais déjà en tête l'idée de vraiment avoir des boutiques ou tu t'aurais aimé continuer comme ça? Enfin, comment vous avez progressé? Alors, au début, on a commencé à monétiser en vendant en 2011 un e-book, un Ok. PDF de 200 pages, qui Mhm. coûtait 27 euros, qui a très bien marché. Ouais. On faisait ce qu'on appelle de l'infoproduit, ce que Ok, tu ouais. connais très Mhm. bien. Ouais. Après, en octobre 2012, au moment où on prenait nos bureaux dans le deuxième arrondissement, j'ai fait une formation en ligne sous forme de vidéo, tu vois. Mhm. Pareil, comment est-ce qu'on choisit une chemise, comment Ok, ouais. choisir un jean. Donc, je filmais des finitions, etc. Mhm. D'un mauvais jean et d'un bon jean. Et après, on a commencé à faire des collaborations avec des marques. Ok. Donc là, on allait voir les marques et on disait voilà, la première, c'est une marque de jean. Donc, on disait, ouais, Mhm. j'aimerais beaucoup qu'on fasse un jean ensemble. Voilà comment je l'imagine. Donc, eux s'occuper de toute la partie production, mise au point, et nous de la partie, entre guillemets, style et communication. Mhm. Ok. Donc, ça a très, très bien marché. À l'époque où Instagram existait à peine, hein, je le rappelle. Mhm. Donc, ça a vraiment super bien marché. Il n'y avait pas du tout. Enfin, les influenceurs à l'époque, c'était vraiment les blogueurs de mode, Mhm. mais qui se rémunéraient avec des posts sponsorisés ou Oui. des. Le Voilà. Et placement de nous, produits plus. voilà. Et nous, on Ok. était un peu un ovni à venir faire des collaborations avec des marques. Mhm. Et puis en 2013, Geoffrey me dit, écoute, Benoît, je pense qu'on peut, tu vois, les collaborations avec les marques marchent bien. Mhm. Il faut qu'on lance notre propre marque. Tu vois, il faut qu'on ait une marque 100% bonne gueule. Et c'est pour ça qu'on a créé la marque en 2014. Et ensuite, en 2015, on a ouvert notre propre boutique. Mhm. Alors, on pensait rester 100% digital, comme on dit. Ouais. Mais en fait, on s'est aperçu que le trafic dans notre showroom physique pour venir essayer d'événements ou des choses comme ça, alors c'était un showroom qui était au fin fond du Sentier, dans le deuxième arrondissement, Mhm. était largement suffisant pour ouvrir pour alimenter une petite boutique. Ok. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert une boutique dans le Marais, rue Comines, au 14, qui faisait Mhm. 25 mètres carrés, qui Ok. était un emplacement B et qui était un risque mesuré. Voilà, c'était une prise Mhm. de risque, mais qui était mesurée. Et là, on s'est aperçu que, ben, en fait, ça cartonnait, mais vraiment bien, quoi. À Mhm. tel Ok. point que la boutique est vite devenue trop petite et qu'on a ouvert donc en face, au 15 rue Comines, Mhm. et qu'on a ouvert cette deuxième boutique, quoi. Donc, et puis après, on a ouvert à Lyon, etc. Ouais. Ça s'est un peu enchaîné. Ok. Donc voilà comment on s'est retrouvé d'un blog il y a 15 ans, Mhm. qu'on monétise en passant par des produits d'information, ensuite par des collaborations avec des marques, ensuite par une marque d'événements propre et ensuite par des boutiques. Mhm. Ok. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un côté presque, je vais pas dire scientifique dans l'approche, mais vraiment de tester, changer les variables, voir quels sont les résultats et voir si l'idée est valide ou non. Ouais, j'aime bien cette idée Mm. de test and learn, quoi, d'apprendre et de tester et d'apprendre. C'est un truc que j'aimerais vraiment conserver au fur et à mesure qu'on grandit. Ouais. Ouais, ouais, Mm. à chaque fois, ça s'est fait
par petites touches. Tu vois, la marque vêtements, on l'a lancée, on n'avait que 3 vêtements. On avait un jean, une chemise, un t-shirt. La boutique, au début, la toute première, était vraiment toute petite. Donc, tu vois, il y a eu un côté un peu test, mais à la fois, on se donnait les moyens de mener le test jusqu'au bout, et à la fois, c'était assez mesuré. Tu vois, je pense qu'on a su trouver le bon équilibre parce que, tu vois, je connais des gens qui testent des choses, mais qui mettent pas suffisamment de moyens pour que le test, pour moi, il soit concluant, ou d'autres parfois qui testent des choses, mais qui prennent trop de risques en mettant trop de ressources. Donc, c'est toujours un équilibre assez délicat à trouver, je trouve. Et justement, ce serait quoi pour toi un bon test? Enfin, à partir de... Ça a été quoi les indicateurs qui t'ont fait dire, OK, on peut y aller de manière un peu plus sereine? Mais ça s'est construit, Ouais. chaque étape, enfin, l'étape précédente a construit l'étape suivante. Par exemple, les collaborations nous ont permis de nous rendre compte, enfin, ben, tu vois, on monétise en vendant des produits d'information. Donc, bon, là, le risque est assez mesuré parce qu'il n'y a pas de stock. Enfin, voilà. Ouais. Après, on fait une collaboration avec une marque. Et là, tu vois, on a commandé des toutes petites quantités, enfin 150 jeans au tout début, qui sont partis en une après-midi. OK, ouais. Donc là, on se dit, ah, ben tiens, il y a une opportunité. Donc, on fait une collab. La collab, on va mettre plus de quantité. Et puis, on s'aperçoit que ça marche toujours aussi bien. Donc, on va ensuite augmenter les quantités. Et puis ensuite, on se dit, ben, attends, si on arrive à faire autant de belles collabs avec des marques où ça part aussi bien, ben, commençons notre marque et on sait qu'on peut, au niveau des quantités, on sait au vu de l'historique qu'on commence à avoir, on sait qu'on peut partir sur telle et telle quantité. Donc, tu vois, ensuite, c'est ce qu'on a fait. Euh, ça a bien marché. Donc, on s'est dit, bon, on fait un rachat avec telle quantité, on augmente doucement la gamme de produits, etc. C'est comme ça que ça se construit. Et pour les boutiques, je suis passé un peu vite, mais la vraie histoire, c'est qu'on avait des bureaux qu'on partageait avec une boîte qui s'appelle l'Exception. OK. L'Exception est partie parce qu'ils ont grandi, donc on s'est retrouvé avec une surface trop grande par rapport à nos besoins. Donc Geoffrey a dit, bon, ben, on va soulever ça à d'autres entreprises. Et Florian, qui était notre directeur marketing de l'époque et qui l'est à nouveau parce qu'il est revenu chez nous, nous a dit, attendez les gars, moi quand même, j'ai pas mal de clients qui aimeraient bien venir essayer le vêtement dans notre showroom, qui aimeraient bien là, parfois voilà, le voir avant d'acheter. Je pense que ça peut déclencher pas mal de ventes. Et il s'est avéré que, bah, en fait, ouais, il y avait carrément plein de clients qui venaient au showroom, beaucoup plus que prévu. Ce flux, c'est là ce que j'ai expliqué, ce flux de clients qui venaient, finalement, avait largement de quoi alimenter une petite boutique beaucoup mieux située. La petite boutique a marché beaucoup mieux que prévu. Donc, on s'est dit, bon, ben, on peut peut-être essayer d'en ouvrir une dans une autre ville, etc. Tu vois. Donc, ça s'est fait à OK, chaque fois. C'est l'étape précédente qui a permis de construire l'étape suivante. OK, ouais. Voilà Ouais, comment s'est passé l'enchaînement. OK, ouais, je comprends mieux le process. C'est vraiment du test, vraiment d'étape par étape, toujours aller vers de plus en plus Voilà, loin. des Ouais. prises de risque quand même, mais des prises de risque assez mesurées. OK, ouais. Et est-ce que vous avez des prochains challenges avec Bonne Gueule ou pas? Ou c'est... Ouf, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Et effectivement, déjà, là, on est entré dans un marché qui est assez compliqué. Ouais. On a des productions qui sont très perturbées, que ce soit du côté de nos fabricants ou du côté de nos fournisseurs de tissus. Donc déjà, c'est retrouver des livraisons qui arrivent en temps, en heure. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Donc on a aussi des matières premières qui ont très fortement augmenté. Je vais te donner un exemple tout simple. Par exemple, il y a un tissu qu'on achetait 18 euros le mètre. Maintenant, il est à 26 euros du mètre. OK, ouais. Donc, tu vois, si tu utilises 2 mètres sur un vêtement, ben, je te laisse faire le calcul, l'augmentation. Donc, vu qu'on n'a pas tant augmenté les prix que ça, on a une marge qui a diminué. Donc, on a un vrai enjeu de retrouver une marge, entre guillemets, saine. Et de retrouver, il y a des boutiques qu'on a ouvertes cette année qu'il faut qu'on poursuive vraiment. Enfin, on ne compte pas ouvrir de nouvelles boutiques, mais les boutiques qu'on a ouvertes cette année, voilà, il faut qu'on poursuive très fortement ce travail d'animation, créer le trafic. Donc, il y a tous ces challenges-là. Il y a aussi une partie un peu en interne où on réorganise un peu toute la partie qui crée nos contenus. Voilà, donc il y a un sujet
il y a un sujet voilà, purement structuration, priorisation. Et puis Geoffrey, mon associé, est parti en avril. Alors, pas du tout pour des raisons conflictuelles, hein, c'est Ouais. plutôt pour des raisons de santé personnelle, Mhm. mais on est en très très bon terme. Et il y a toujours le recrutement de son remplaçant qui est toujours en cours. Mhm. Donc, c'est des sujets assez importants. Donc, ouais, donc il y a 2022, c'est un peu une année de transition avec Mhm. Bonne Gueule pour tout ce que je viens de Ouais. te raconter. Donc, ouais, il y a vraiment des gros challenges sur la partie produit, la partie structuration, la partie recrutement. Ok. Et comment tu vis tout ça, toi? Comme dirait Ryan Holiday, l'obstacle est le chemin. Oui. Donc, non, honnêtement, c'est l'année la plus. Ouais, je peux le dire, c'est l'année la plus éprouvante de ma Mhm. petite carrière. En 2015, on a vu une année assez difficile. On a vu un décès dans notre équipe. On avait eu Mhm. notre premier vendeur dans notre boutique. C'était un pote qu'on a dû virer parce qu'il ne faisait pas du tout Ouais. l'affaire. Donc, ça avait été une année compliquée. Mais là, 2022, ouais, c'est vraiment c'est difficile. Mhm. C'est difficile. Donc, comment je le vis en ce moment l'obstacle, c'est le chemin. Ben, je le fais, on fait comme on peut, dans le sens où, bah, tu vois, tous les petits trucs un peu débiles qui peuvent donner un peu de courage, de persévérance et de résilience, il ne faut pas s'en priver, tu Mhm. vois. Que ce soit la musique ou les podcasts que tu écoutes. Ouais. Ou, tu vois, sur Instagram, j'avais une citation qui m'avait beaucoup parlé, tu vois, qui était les heures les plus sombres précèdent toujours les miracles les plus grands. Mhm. Et tu vois, un truc à la con que j'ai lu sur Instagram, et je me dis, bon, ben, si c'est sur Instagram, c'est forcément que c'est vrai. Donc, tu vois, et je pense aussi, le fait d'être Asperger aussi, c'est l'avantage, c'est que quand tu crois un truc, tu y crois vraiment. Ouais. Et Mhm. justement, je crois en cette citation à la con. Et puis bon, voilà, et puis après, dans ces moments-là, c'est hyper important de connaître tu vois, ces masques à oxygène, ce que j'appelle ce qui te fait du bien. Moi, j'ai pas de grandes théories sur des méthodes magiques, sur la résilience, etc. Enfin, un petit peu quand même, mais mon point, c'est que dans ces moments-là, il faut être solide sur ses appuis. Ses appuis, Mhm. pour moi, c'est un sommeil de qualité, une Mhm. activité physique et sportive régulière, une alimentation, des relations de qualité, pareil, pas de la junk food pour l'esprit. Mhm. Donc, tu vois, et ouais, une certaine forme aussi de spiritualité, je pense. Mhm. Et mon point, c'est que, tu vois, tant que ça passe, ces cinq bases qui sont solides, pour moi, ça sert à rien de se lancer dans des douches froides ou des miracle Mhm. morning. Ouais. Tu Non, non, vois, c'est les fondamentaux qu'il faut voilà, avoir justement pour solidifier tout ça. exactement. Donc, et ça, ne serait-ce que d'avoir un sommeil de qualité, ça prend déjà, il y a pas mal de boulot, quoi, avant Mhm. d'essayer le sommeil polyphasique ou je ne sais quoi. Voilà, enfin, tu vois, ne serait-ce qu'avoir des relations autour de soi de qualité, des amis Mhm. qui te soutiennent. Comment construire ça? Ça prend déjà, pour moi, j'estime que c'est peut-être plus important que Mhm. lire une énième méthode pour séduire. Ouais. Tu vois, avoir une habitude sur une activité physique et sportive régulière, rien que d'ancrer ça, d'aller au sport 3 4 5 fois par semaine, voire plus, Mhm. tu vois, j'estime que c'est peut-être plus important que de geeker sur des compléments alimentaires ou des mouvements de Mhm. musculation exotiques. Ouais. Non, Euh, je comprends. Bah, je partage totalement ton approche parce que tu vois, moi, les clients que j'accompagne ils sont à ça du burn-out, si ce n'est pas déjà dans le burn-out. ben, je pense que en vrai, je l'ai frôlé plusieurs fois, hein, le burn-out, Ah, hein, vraiment. c'est possible, hein. J'ai eu des moments, je me souviens, février-mars, où c'était très, 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 très difficile. Et Mhm. même cet été, parce que bon, j'ai eu une défaillance matérielle de mon pacemaker. Mon cœur va très bien, Ok. mais mon Ouais. pacemaker a fait un peu de la merde, donc il a fallu que je le change en juillet. Mais Mhm. sachant que c'est déjà un pic de stress professionnel assez intense. Ouais. J'avais en plus d'autres sujets personnels assez rudes. Mhm. Et tout ça en mois de juillet, ça a été très, très difficile aussi, hein. Mhm. Enfin, vraiment, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas senti aussi à plat, on va dire. Mhm. Ouais. Et donc là, c'est voilà, les basiques, les amis, le sommeil, le sport si tu peux en Mhm. faire, la nature aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Mhm.
effectivement, la nature fait beaucoup de bien. Je m'en suis bien rendu compte, tu vois. Mhm. Donc, ouais, effectivement, je pense que le burn-out, je l'ai frôlé plusieurs fois, mais je pense que j'ai su l'éviter parce que je viens de te dire. Et je pense Mhm. que, et surtout, vraiment, pour moi, le game changer, ça a été vraiment le sport. Le sport Ouais. m'a vraiment sauvé. J'ai fait aussi au niveau de mon alimentation, je pense que je m'alimentais plutôt bien, mais je suis passé à un cran supérieur parce que depuis mi-juin, j'ai perdu à peu près 11-12 kilos. Mhm. Tu vois, et tu vois, le fait de réussir ça, ça prouve aussi que tu es capable de faire, de faire des choses. Et il faut aussi cultiver cette croyance que des épreuves difficiles font, tu vois, tough event makes a tough man. Enfin, j'ai un Mhm. accent anglais de merde, mais tu vois, ou Dieu, j'avais vu quoi sur Instagram? Dieu envoie ses plus dures épreuves à ses plus forts soldats. Oui, ouais. Tu vois, il faut vraiment avoir cette croyance très fermement ancrée que c'est Mhm. l'adversité, finalement, pas va te faire du bien, mais va te faire grandir. Mhm. Ouais. Mais tu vois, avoir cette croyance dans la tête et l'avoir au plus profond de soi, C'est pas enfin, pareil, hein. c'est pas pareil, hein, Il y a vraiment. Ça. le penser et l'éprouver, c'est complètement différent. Exactement. Et vraiment, Mhm. vraiment, c'est exactement ça. Donc, Mhm. et ensuite, en août, ça, je m'en suis pas encore, je me suis pas encore exprimé publiquement sur ce truc-là, d'ailleurs. Ok. En août, j'étais sur une plage à Lacano avec mon pote Alexandre Danal, fondateur Ah oui, ouais. Mhm. de De Live Live Mentor, ouais. Mentor. Ouais. Voilà, et clairement, tu vois, je sortais de mon mois de juillet qui avait été complètement épique avec mon pacemaker a changé, mes sujets professionnels, mes sujets personnels, Mhm. etc. Et je me dis, putain, Alex, quand même, le mois d'été, ça a été assez rude. Et là, pour ma fin d'année 2022, l'année n'est pas finie. J'aimerais, tu vois, comme intention, je mets comme intention expérience et rencontre. Mhm. Tu vois, et alors là, c'est là que j'ai découvert le pouvoir de l'intention parce que Ah oui, ouais. simplement en posant ça avec Alex sur cette plage à la Cano, franchement, mais depuis, il m'est arrivé tellement de trucs, de rencontres, c'est juste au-delà de mes espérances, tu vois. Mhm. Euh, et je trouve que, honnêtement, professionnellement, c'est toujours un peu rude et intense pour tout ce que je t'ai raconté, tout Ouais. ce que je t'ai raconté. Mais tu vois, et je trouve quand même, je passe un bel automne avec justement toutes ces expériences, toutes ces rencontres que j'ai pu avoir. Donc voilà, voilà comment je passe ça, quoi. Il y a pas de formule magique, mais c'est Non. simplement s'assurer que les Mhm. fondamentaux soient présents et continuer à avoir une vie riche et stimulante par ailleurs, je pense aussi. Mhm. Non, je comprends totalement. C'est toujours dans les fondamentaux. Et je pense de plus en plus le sommeil comme le pilier numéro un de tout ce qui rend possible le reste. Ouais, c'est vrai que sans sommeil, ouais. C'est vrai qu'effectivement, sans son sommeil, j'avais lu une citation, non pas sur Instagram, mais sur Twitter, je ne sais plus qui c'est qui l'avait dite, c'était si vous ne savez pas ce que vous voulez, la seule chose dont vous avez besoin, c'est probablement une nuit de Mhm. sommeil. J'avais lu ce livre-là, Pourquoi nous dormons, de Dr. Walker, Ouais, Matthew Walker. tout à fait. Et il expliquait justement que quand on manque de sommeil, on ne sait pas à quel point en fait, on manque de sommeil. On arrive à ce statu quo, ce qui fait qu'on n'est pas du tout au courant de toutes les ressources qu'on peut avoir, juste simplement en dormant mieux. Et c'est vrai que quand mes clients viennent me voir justement pour trouver leur voie, la base des bases, c'est que je revois avec eux leur sommeil, l'alimentation et le sport. Ils s'attendent Ouais. pas du tout à ça, parce qu'on ne se dit pas, tiens, on va parler de boulot, etc. Non, parce que tu as la voie, enfin tout le métier de tes rêves ou ton projet n'apparaît que s'il y a les conditions optimales pour que ça apparaisse. Et ça passe par des basiques, bien dormir, avoir des bonnes relations, avoir une alimentation saine, équilibrée, faire du sport, etc. Pour pouvoir Ouais, parce que accueillir en fait ce qui t'arrive. ouais, je te rejoins complètement parce que je vois pas comment tu peux quitter un boulot que tu n'aimes pas si tu as un sommeil de merde, donc sur l'humeur, la vivacité Mhm, intellectuelle, l'énergie, c'est pas là. Si en même temps tu as une relation avec ta femme ou ton homme qui se passe mhm, très mal, ou si au contraire tu es célibataire mais que tu vis extrêmement mal et que tu pleures d'être tout seul, enfin tu vois, c'est des choses qui. Il n'y a pas les bonnes conditions pour créer mhm. une reconversion
qui soit optimale. Mhm. Mais ça reste vrai dans tous les cas, que ce soit pour la reconversion ou l'entrepreneuriat. Si tu peux pas, enfin, je pense Mm. que justement, tu as réussi à avoir ce réflexe de revoir les fondamentaux, ce qui a nourri ton mental, ce qui a nourri ensuite le fait de te sentir plus puissant en te rendant compte du coup des épreuves que tu as réussi à surmonter. En toute humilité, hein, en toute humilité. Non, non, c'est une année qui est. Et tu vois, les moments difficiles, c'est aussi l'occasion de se raccrocher à son big why. Ben, qu'est-ce qui me pousse finalement à endurer tout ça? Ouais. Pourquoi est-ce que je quitte pas le navire? Mhm. Finalement, c'est quoi cette force supérieure qui me fait continuer, me fait lever chaque jour? Et cette Mhm. force, justement, dans ces moments-là, c'est bien justement de l'entretenir, de la conscientiser, ouais, de vraiment bien se connecter à elle aussi. Mhm. Et, quand je parlais de puissance, c'est plus au sens pas au sens de surpuissance par rapport aux autres, mais vraiment cet élan, en fait, ce que Spinoza appelait le conatus, ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. Vraiment, l'idée, tu peux peut-être même physiquement, tu peux avoir les épaules qui se déploient un peu plus. Euh, tu parlais de ton Big Why, est-ce que tu peux le partager un petit peu? Oui, alors, mon big why pour Bonne Gueule, c'est vrai que j'aime. En fait, j'aime, j'aime les beaux savoir-faire et j'aime les transmettre, que ce soit à travers nos Mhm. vêtements ou que ce soit à travers nos contenus. C'est Mhm. vraiment les beaux tissus, les belles fabrications, c'est un truc qui me plaît toujours autant, tu vois. Quand on reçoit des échantillons de tissus, ça va faire quasiment 10 ans que je fais ça. Je suis toujours autant excité. Quand on reçoit un Mhm. prototype, l'essayer, etc., c'est quelque chose que j'adore faire toujours autant, tu vois. Mhm. Et j'ai aussi cette conviction que ben, le vêtement peut enrichir une vie, en fait. C'est pas juste un objet fonctionnel qu'on met pour pas être tout nu ou pour pas avoir froid, tu Ouais. vois. Mhm. J'ai aussi cette conviction que le vêtement peut enrichir une vie, peut parfois même changer une trajectoire de vie. Et nous, on a eu, tu vois, dans notre communauté, on a eu des gens pour qui Bonne Gueule a créé des vocations, tu vois. Ouais. Moi, j'ai un pote qui était en année de médecine, qui a tout arrêté pour devenir tailleur. Ok. Tu vois, j'ai d'autres personnes qui aussi, ben d'ailleurs, de temps en temps, je reçois des questions de gens qui veulent se reconvertir, Mhm. qui ont aimé le vêtement grâce à Bonne Gueule et qui veulent quitter leur travail pour travailler dans le vêtement. Ok. Donc, j'ai cette conviction que le vêtement peut vraiment enrichir une vie, parfois la changer Mhm. et mettre de la passion aussi. Et tu vois, et ça me plaît toujours autant. Mhm. Vraiment, ça me plaît vraiment Ouais. toujours autant. Une de mes passions récentes, c'est le vêtement outdoor, le vêtement que tu mets pour aller dehors. Mhm. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup aussi le vêtement militaire moderne, mais Ouais. tu vois, ça reste du vêtement, tout ça. Mhm. C'est en moi, je ne saurais pas trop l'expliquer pourquoi, mais j'adore expliquer, bon, tu vois, les lives Instagram quand on fait pour montrer nos nouveautés, montrer les tissus, etc. C'est un truc, ouais, j'aime toujours autant dialoguer avec la communauté, répondre à ces questions. Je m'en lasse pas, quoi. C'est quelque chose qui me met vraiment en joie. Bah non, c'est trop bien. C'est ce qui permet justement de te nourrir, ce qui te permet d'alimenter vraiment que tu puisses véhiculer ça à travers ton comportement. Et peu de gens ont justement cette chance d'avoir un pourquoi suffisamment fort pour les maintenir. Et il y a une question que j'aime bien poser, qui est un peu saugrenue, on va dire. Si tu te replonges un peu dans ton enfance, pas forcément la petite enfance non plus, est-ce que tu retrouves des similitudes avec ce que tu faisais maintenant? C'est marrant, j'ai eu cette réflexion il n'y a pas très longtemps. Alors, ouais, il y a deux, trois petites choses. Je me souviens en cinquième, j'avais une prof d'histoire géo qui m'avait dit, je ne sais pas ce que tu vas faire, Benoît, mais c'est sûr que ça sera dans quelque chose de créatif. Mhm. Elle m'avait dit ça parce qu'il y avait un contrôle sur. Il fallait expliquer le style des cathédrales romain Roman et et gothique. gothique. Ouais. Et je crois que dans la manière dont j'avais raconté ça, c'est à partir de là qu'elle était venue me voir. Mhm. Il y avait ça, et dans les films, depuis tout petit, et d'ailleurs, je reste toujours fasciné par les costumes de Ouais. super-héros ou les costumes historiques ou
la manière dont la cape de Batman est accrochée à son costume, le tissu qu'ils vont utiliser. Tu vois, j'avais vu une exposition Marvel et ce qui m'avait vraiment fasciné, c'était de voir les costumes en vrai, Ouais. de voir le travail de platine qu'ils avaient fait sur les chaussures, la boucle de ceinture utilisée. C'est vraiment un truc qui me fascine beaucoup. Et tu vois, tout petit, je me souviens, je dessinais pas mal, vraiment. Ouais. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'adorais Dragon Ball Z pour deux raisons. C'est qu'il y avait effectivement le dessin des corps humains dans toutes les positions. Ouais. Je trouvais qu'il n'y avait pas du tout dans l'animation française, qui me frustrait beaucoup. Et surtout, sur l'événement, il y avait souvent beaucoup de plis. Oui, ouais. Il y avait beaucoup de drapés, il y avait des volumes où voilà, il y avait plusieurs ombres sur le vêtement. Et c'était un truc vraiment qui me fascinait. Et avec le recul, quand je vois les dessins que je faisais enfant, quand j'ai dessiné un personnage de Dragon Ball Z, je me souviens que je dessinais beaucoup de drapés sur le vêtement. C'était vraiment un truc les plis sur le vêtement, c'était vraiment un truc qui me fascinait beaucoup. Et c'est pour ça que j'adorais beaucoup regarder Dragon Ball Z quand je pouvais, parce que ma mère était pas très favorable à ça, on va dire. Ouais. Et c'était une époque où il ne faut pas oublier que l'animation japonaise avait une très bonne réputation en France. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien cette animation japonaise parce que je trouvais qu'ils avaient une manière de dessiner les vêtements dans les plis, dans les volumes, qu'il n'y avait pas du tout dans l'animation française, où c'était beaucoup plus pauvre. Je trouvais, par exemple, je me souviens, dans Dragon Ball Z, la tenue de Son Goku, je crois, souvent, tu avais donc la couleur de base et tu avais deux couleurs supplémentaires d'ombrage. Ouais. Qui Ok, étaient, ouais. donc, tu avais des oranges plus ou moins foncés. Dans l'animation française, tu avais rarement d'ombre. Tu n'avais pas d'ombre. Ouais. Et ça vient aussi de la ligne claire de l'héritage de la ligne claire Berger. d'Hergé, Ouais. où tu n'as pas d'ombre. Oui, c'est Tu vrai. as un dessin qui est très, très descriptif dans les détails, pas au niveau du visage d'ailleurs, mais Ouais. tu vois, qui est très fouillé au niveau du détail. Mais tu vois, c'est que des aplats de couleurs, tu n'as pas d'ombre. Et d'ailleurs, tu as assez peu de plis. Donc voilà pour la petite parenthèse drapée d'événements dans l'animation japonaise. Ok. Mais c'est vrai que dans le manga ou dans l'animation, c'est hyper méga détaillé. Là où justement en France c'est un peu plus épuré, mais il y a un côté aussi que j'avais vu, je crois que c'est un livre de Scott McCloud, L'art Ouais, invisible. ouais, j'aime beaucoup ce livre. Ouais. Ah, ça a Ça été parle- une forme de révélation pour moi. ouais. La suite est très bien. Je ne sais plus Ouais, comment ça j'ai pas s'appelle. lu la suite, par contre. Ouais. Mais il expliquait justement dans le fait que plus il y a de détails, moins on peut se reconnaître, du coup, Ouais. dans les personnages. Ce qui est amusant avec toi, c'est qu'au contraire, plus il y avait de détails, du coup, dans l'animation japonaise, plus tu t'es pas forcément reconnu dans le personnage, mais reconnu dans la matière, du coup. Bah alors, Scott McCloud, c'est un très grand fan de la ligne claire, justement. Ouais. Donc, c'est pour ça, et alors que chez les Japonais, c'est très, très différent. Tu vois, dans certains mangas où les costumes des héros sont extrêmement détaillés avec beaucoup, beaucoup de détails. Mhm. Parce qu'eux, ils ont ce côté, tu vois, un peu perfection, maîtrise Ouais. totale de leur art, où ils ont pas peur d'aller très loin dans le détail pour Mhm. démontrer un immense savoir-faire. Mais tu vois, j'avais découvert après Dragon Ball Z Naruto, et Naruto, c'est pareil sur la manière dont sont représentés les corps. Moi, ça m'avait vraiment, je sais pas, je devais avoir, parce que Naruto, c'est vieux, hein, je crois que Je crois que ouais, 99, quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, peut-être pas encore plus vieux, un je sais tout pas. petit peu avant, un Ouais. tout petit peu avant, et moi, ça m'avait absolument, j'avais trouvé ça incroyable, Mhm. vraiment. Donc, ouais, effectivement, Scott McCloud, c'est super. Mhm. Il ne faut pas oublier que justement, c'est un très très grand fan de la ligne claire d'Hergé. Ouais. Et il n'y a pas du Mhm. tout cette approche où on va très loin dans le détail qui est Mhm. propre aux Japonais. Et justement, est-ce que dans ton approche du tissu, tu vas dans ce côté, pas japonais du coup, mais vraiment dans le détail aussi? Enfin, Ah ben, j'imagine que oui, mais attends, si, tu viens de faire émerger un truc intéressant parce que j'adore les tissus japonais. ok, ouais. On en a beaucoup, beaucoup fait la promotion Mhm. sur Bonne Gueule, hein, les toiles de jean, les chambrés japonais. Mhm. Ah ouais, non, non, effectivement, c'est bien, là, tu viens de me faire connecter deux trucs. Mais oui, j'adore les tissus japonais. Mhm. Parce que justement, moi, j'aime bien tout quand il y a du grain, de la texture et du relief. Ouais. Et c'est vrai que les Japonais, ils ont un sens de l'irrégularité
qui donne beaucoup de charme au tissu parce que souvent, ils utilisent des vieux métiers à tisser qui vont très lentement, Mhm. enfin, bien plus qu'un métier, bien plus lentement qu'un métier actuel. Ouais. Et vu que ça va très lentement, et ben en fait, vu que le tissu se tisse lentement, et ben ça fait des petites irrégularités qui sont, moi, je trouve absolument charmantes. Mhm. Et c'est un peu leur philosophie qui s'appelle le wabi-sabi, ou comment dire, c'est la philosophie de la patine, l'imperfection qui embellit finalement un objet, tu vois. Il y a Mhm. ce côté parfaitement imparfait. Ouais, ok. Ce qui crée du coup que chaque vêtement peut être unique, vu que chaque vêtement n'aura pas la même petite pliure en plus ou... Ouais, ou pas, va pas avoir la même patine. C'est pour Ouais. ça que là où c'est très parlant chez les Japonais, c'est sur l'étoile de jean. Les Japonais ont un savoir-faire au monde unique sur la manière de créer Mhm. des toiles de jean. En fait, avec le temps, elles vont se vieillir d'une certaine manière vraiment propre aux porteurs Mhm. du jean. Mhm. Pourquoi? Ok. Parce qu'ils ont une manière de travailler l'indigo qui est très particulière. L'igo, c'est du coup le pigment qu'on utilise Ouais, pour... tout à fait. Ok, C'est ce qui ouais. fait que c'est la couleur bleue du jean. Donc, ils ont une manière de teindre Mhm. les fils qui fait qu'il y a une patine, il y a un délavage que tu ne peux pas avoir ailleurs. Ok. Ça, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas du tout, en fait, quand on s'y intéresse pas. Ouais, Et, ben c'est ce qu'on a expliqué avec Bonne ouais. Gueule, hein. Et du coup, par rapport au fait d'être dans... Est-ce que... Comment dire? Alors, j'ai deux questions qui viennent. Mon cerveau, il se connecte aussi, du coup. Ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que tu as un regard, un avis ou pas sur la mode? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Ou est-ce que justement tu préfères le produit que les défilés ou des choses comme ça? Si, j'aime bien regarder Ouais, les défilés parce que d'une part, je pense que ça fait partie de mon métier ouais. et d'autre part, parce que enfin, moi, je m'estime pas comme un designer de mode au sens, Mhm. tu vois, j'ai beaucoup de respect pour ces gens très Ouais. créatifs qui, justement, qui travaillent des formes, des couleurs auxquelles moi, je pense absolument pas. Donc, Mhm. non, non, oui, alors l'univers de la mode, vraiment tel qu'on se l'imagine, avec les cocktails et petits fours, c'est Ouais. pas trop mon Mhm. truc, tu vois. Moi, je Mhm. préfère beaucoup les ateliers, visiter les savoir-faire, Ouais. etc. Donc, Mhm. c'est là où je me sens plus à l'aise. Mais non, non, c'est un univers enfin, auquel je reste vraiment hyper Mhm. attaché. Mais c'est surtout dans la partie vraiment produit créative. Ouais. Tu vois, j'aime beaucoup discuter avec des designers, des créatifs qui m'expliquent Mhm. pourquoi telle forme, pourquoi telle matière, pourquoi telle finition. Ça, j'adore. Mhm. J'avais vu la série, je crois que c'est Alstom, série Netflix sur du coup ce créateur qui était joué par Ewan McGregor. Et c'est vrai que les parties que j'ai préférées dans cette série, c'est comment l'idée en fait jaillit du cerveau et comment elle devient du coup, concrète sur enfin pas sur le papier, du coup sur le tissu. Ouais, alors série que je n'ai pas vue, mais on m'en a parlé. Mm. Mais moi, la question à laquelle je pensais aussi, c'est que dans ce que tu me décris, ça a l'air d'être pas procédurier, mais il y a un côté très carré, en fait, très, comment dire, dans le sens du détail, dans le sens de la qualité, etc. Est-ce que tu retrouves ça aussi dans ta vie perso? Alors, je ne te demande pas de partager de n'importe quoi, mais est-ce que, par exemple, tu fais attention dans ton ameublement, est-ce que tu fais attention au bois utilisé dans tel meuble Ouais, un peu, effectivement. Ben, quand tu consommes différemment du vêtement, Mm. il y a toute ta consommation qui change. Donc, ouais, j'essaye de prendre le moins de plastique possible, justement, des belles matières qui se patinent, des objets avec une histoire, Mhm. etc. Mais et en même temps, tu vois, j'ai pas trop envie d'accumuler des possessions parce que je vis Ouais. dans un 35 mètres carrés, Mhm. auquel je reste très attaché d'ailleurs. Mhm. Mais tu vois, ouais, j'essaie enfin, dans ma consommation, quand même, d'avoir, tu vois, un bel objet qui soit beau, d'avoir un objet qui remplit pleinement sa fonction, qui soit Mhm. dans le vrai, et d'avoir un objet qui a un bel impact environnemental et Mhm. humain, qui soit dans le bon. Mais tu sais, Ouais. c'est le bon, le vrai je crois que Mhm. c'est Socrate Euh, ou Platon. euh, alors, j'ai vu le vrai. Il y a à la fois ça en philo, Oui, ancienne, mais je crois que j'ai vu aussi ça chez un auteur américain dont j'ai oublié le nom. ouais, bah, Ken ça a été remis un Ken peu à la Butler mode. ou quelque chose comme ça. Ken Wilber. Ken Wilber, ouais.
que j'aime beaucoup. Je crois que c'est lui, hein, je suis pas sûr, mais Ouais, ouais, et j'aime beaucoup la spirale dynamique, mhm, etc. C'est un modèle mental qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. mhm, Donc, ouais, pour te répondre, oui, dans ma consommation, j'essaye de faire. Ouais, j'aime bien les objets qui ont une histoire, tu vois. J'aime bien les très beaux couteaux. ouais, J'ai une passion aussi un peu chelou pour les sacs à dos. Tu vois, ouais, non, non, ça fait. Puis moi, je pense dans ma manière d'aborder des sujets qui m'intéressent, bon, là, c'est le côté un peu Asperger, mais tu vois, quand il y a un sujet qui me plaît, j'aime bien faire un focus, j'aime ouais, bien tout comprendre. mhm, C'est le côté un peu hypermnésie, comme on dit, je crois. ouais. Bah, Voilà. si tu te souviens vraiment de tout, ouais, mais en tout cas, il y a cette pulsion de vouloir connaître qui peut être chouette. Exactement, exactement. Une addiction, presque une addiction à la Ouais. connaissance. Mhm. Bah, Euh, j'ai un petit peu ça aussi. Je peux bien me dire, tiens, je vais m'intéresser à, je sais pas, ce moment, c'est la psychologie canine. Bah, j'ai envie de tout savoir, quoi, du coup. Pourquoi, j'en sais rien, mais T'es sûr que t'es pas autiste? j'en sais rien. J'en ai aucune Voilà, idée. tu comprends un peu mon monde. Ouais. Mais je comprends. Mais après, je trouve que c'est pratique parce qu'au moins, on peut savoir de quoi on parle. Enfin, je trouve ça un peu dommage de vouloir effleurer un sujet alors que si ça nous intéresse, autant. Alors, on pourra jamais tout savoir, évidemment, mais savoir vraiment les fondamentaux, en tout cas. Et est-ce que tu as un avis sur l'avenir du monde du travail tel qu'il est actuel? Ouais, un petit peu, un petit, dans le sens où aujourd'hui, les entreprises qui vont recruter du talent, en fait, elles n'ont plus le choix, quoi. Elles doivent être très vertueuses, elles doivent être Mhm. bicorp, elles doivent avoir des vrais engagements environnementaux. Enfin, il y a plus le choix. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un rapport de force qui est complètement en train de changer où l'expérience salariée, Mhm. l'expérience employée va être au-dessus de tout, quoi. Mhm. Mhm. Donc, effectivement, il y a les frontières qui se sont brouillées avec le Covid, avec le télétravail, etc. Donc, finalement, ça sera. Je pense que tu vois, il y aura un peu. J'en discutais avec Olivier Roland, il y aura un peu ce côté où ces personnes-là qui jouissent d'une grande mobilité ben, iront dans le pays le plus offrant. Ouais. Tu vois, avec les meilleurs. C'est un peu ce qu'est en train de comprendre le Portugal. Mhm. Ok. Tu vois, donc je pense que même il y a des dynamiques presque démographiques finalement qui vont se modifier. Ces personnes-là aussi qui sont en télétravail, elles voudront vivre aussi, tu vois, tu as, le co-living. Elles voudront peut-être vivre dans un endroit où, c'est Alexandre Dana qui m'en a beaucoup parlé de ça. Elles voudront vivre Mhm. dans un endroit dans un bel endroit justement, Mhm. avec des beaux objets, et en même temps où il y a un bel espace de travail avec d'autres personnes comme elles, une jolie salle de sport, etc. Ouais. D'avoir une vraie bulle d'intimité, mais en même Mhm. temps des espaces communs. Mhm. Donc je pense qu'effectivement, le télétravail, l'implication du télétravail, je pense qu'on ne s'en rend pas compte encore. Mhm. Où ça va Non. aller. Bah, je le vois en tout cas avec mes clients qui ont envie plutôt de bosser de chez eux, ou en tout cas de bosser de n'importe où. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que c'est pas forcément parce qu'on parle beaucoup aussi de la fin du salariat ou des choses comme ça, plus personne ne voudrait être salarié ou des trucs comme ça. Ouais, Mais je pense que c'est plus la qualité de vie. En fait, on peut très bien être salarié, mais avoir une qualité de vie tout à fait. proche de ce que l'entrepreneuriat peut permettre, Mm. mais juste vouloir, parce qu'on aime ce qu'on fait, et on voudrait juste un autre environnement, plus de souplesse, plus de repenser vraiment le monde. Et c'est un super challenge, je trouve. Ouais, 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 complètement, complètement. Donc, oui, effectivement, les entreprises seront de plus en plus au service de la qualité de vie de leurs employés. Mais ce qui n'est pas forcément un mal, du coup. Non, bien sûr, ouais, ouais, Mais en tout cas, complètement. du coup, ça fait un petit peu le parallèle avec l'expérience client qu'on peut avoir quand on a une entreprise, justement, où on a envie de satisfaire le client, qui ait une bonne expérience, qui va du coup un petit peu se transposer en temps d'expérience salariée. Mais justement, je trouve que c'est une super chose. Ça remet vraiment l'humain un petit peu au centre et pas juste un outil, vraiment un employé, du coup, comme on pourrait employer un Mm. objet. Et il me reste trois petites questions à te poser. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos auditeurs? Enfin, si tu devais en conseiller un.
Ouais, c'est toujours le même. C'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Ok, Il applique justement le modèle de la spirale dynamique de Ken Wilber aux entreprises. d'accord, ok. Ah ouais, super, super. Et pour ceux parce que c'est un pavé hein, quand même, hein, qui a été traduit en français. Et pour ceux que ça effraie, il y a une version bande dessinée. Je crois même qu'il y a une Ah version ouais, bande dessinée et il y a une version semi-bande dessinée, il me semble. ok, d'accord. Bah, de toute façon, je le mettrai en Ouais. description. Est-ce qu'il y a un conseil au toi d'il y a 10 ou 20 ans que tu aimerais donner? Donc c'était en 2012. Ben, c'est assez marrant parce c'était en novembre 2012, donc il y a vraiment un an qu'on prenait Ouais. nos premiers bureaux, donc où je commençais ma vie d'entrepreneur. Le conseil que je lui donnerais, c'était ça serait forme-toi au management le plus tôt possible, Ok. parce que ça va être très utile pour la suite. Euh, Essaye de voir tes forces, en quel moment elles peuvent devenir des faiblesses. En Mhm. l'occurrence, le fait d'être très focus produit, ça m'a amené un peu à négliger toutes les problématiques de branding et de positionnement de Mhm. marque. Donc voilà, intéresse-toi au management, intéresse-toi au branding, accroche-toi et entoure-toi bien. Mhm. Je Et trouve fais du, ça. et fais du sport plus tôt. Ok. Je pense que c'est un conseil qui sera intemporel, à mon avis. Voilà. Et enfin, est-ce qu'il y a une citation ou un mantra qui t'accompagne, pas forcément au quotidien, mais quasiment? Ça change suivant les périodes de ma vie. Bon, Ouais, je t'ai parlé de mes citations Instagram, mais ouais, en ce moment, c'est une citation de Booba dans Longueur d'avance ok. qui dit: C'est pas simple, mais avec l'équipe, ça ira. Mm. Ok. Voilà, c'est la grande philosophie de la part de Booba. Mais Oh. écoute, voilà le pragmatisme. Mhm. Ok. Ben, est-ce que je vais peut-être te laisser le mot de la fin? Moi, j'en ai fini avec mes questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, effectivement, on est sur un podcast sur la reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, je pense que ça n'a jamais été autant possible Mhm. de se reconvertir. Moi, il y a quoi, il y a 6 mois, j'ai une amie prof d'anglais, Audrey que je salue, qui Ouais. m'a fait intervenir devant sa classe de quatrième. Et mon message, c'était ça pour ces jeunes, c'était de leur dire, voilà, on vous met déjà, on va vous mettre la pression pour savoir ce que vous voulez faire de votre vie, vos parents, vos profs, etc. Mais on se détend. Vous Mhm. avez les trajectoires de vie qui peuvent changer, c'est possible. Mhm. Aujourd'hui, avec toutes les formations en ligne qu'on a, on peut tout à fait, s'il y a un boulot, ça ne nous plaît pas, on peut changer. Mhm. Voilà, donc se détendre à ça. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de possibilités de reconversion. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de changer avec facilité sa trajectoire de vie. Donc, embrassez ça, quoi. Mhm. Voilà, n'ayez pas peur. Euh, Tout est possible aujourd'hui. C'est ça, que ce soit en termes de qualité de vie, de lieu de travail, à distance, pas à distance, de reconversion, tout est possible. Ouais, carrément, tellement plus. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs? Sur bonnegueule.fr Ok, et sur mon Instagram personnel qui est Benoît tout, dans le sens où Benoît WO, ok. parce que je m'appelle Benoît Vochtanka, donc Ouais. sur Instagram, Benoît W n'était pas disponible. Donc j'ai tapé la lettre suivante de mon nom de famille, Benoît WO, et donc du coup ça fait Benoît tout. Ah oui, ouais. Je viens de tilter Voilà, le truc. voilà. C'est pas par rapport au chiffre 2, mais c'est juste que c'était en fait le pseudo qui était disponible quand j'ai ouvert mon compte Instagram il y a plus de 10 ans d'ailleurs, hein. Ah oui, ouais, ok. Donc voilà. Ça marche. Je te remercie beaucoup d'avoir encore une fois accepté mon invitation. C'était hyper intéressant. Merci à toi. Et à très vite. À très vite. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ses liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt.